Merci. Merci de m'accueillir à Mayotte. Donc, moi, je suis le docteur Cédric Hervieux, je suis infectiologue, je travaille au CHU de Rennes. Et j'ai eu le privilège de piloter un groupe de travail donc, pendant 3 ans. On va voir que le processus des recommandations, c'est assez long. Un groupe de travail très sympathique et très travailleur qui nous a permis d'aboutir à des recommandations pour la PrEP et pour le traitement post-exposition. Je vais voir si j'arrive à voir les diapositives. Voilà. Alors, donc c'est un processus assez long, les recommandations, puisqu'en fait, on a été réunis pour la première fois en 2021 pour discuter l'architecture globale des recommandations qui concernent les personnes qui vivent avec le VIH et la prévention du VIH. Donc, la partie PrEP et traitement post-exposition que je vais vous présenter, c'est qu'une toute petite partie. Il y a des recommandations sur les traitements, il y a des recommandations sur la prise en soin des femmes enceintes, pour les enfants, etc. Donc, c'est un grand ensemble. Mais on a tous commencé à travailler au même moment. Ça a été plus ou moins rapide en fonction du groupe. Le groupe de travail s'est constitué en début 2022. On a écrit, donc il a fallu quand même 2 ans pour faire l'écriture des recommandations, donc 2022-2023. Et ensuite, comme c'est des recommandations qui sont maintenant, ce qui n'était pas le cas des anciennes recommandations, qui sont sous l'égide de la Haute Autorité de Santé, il a fallu un processus de validation qui est assez long. Et donc, elles ont été publiées finalement en août 2024. Alors, pourquoi je décris cette phase-là? C'est que c'est assez particulier. C'est que dans un domaine qui est aussi mouvant que le VIH, quand vous commencez à écrire en 2022 et que vous sortez les recommandations en 2024, il y a déjà beaucoup de choses qui ont changé. Et notamment, Emmanuel l'a dit, l'arrivée du cabotegravir n'était pas prévue. Voilà, on l'avait anticipé, mais on ne pouvait pas l'écrire parce que de toute façon, on ne savait pas quand ça allait sortir. Et au moment où c'est sorti, le cabotegravir a eu son AMM en même temps. Donc, il a fallu réécrire toute cette partie-là, ce qui a allongé un petit peu la durée des recos. On est parti de 3 principes pour écrire ces recommandations-là, que ce soit pour le traitement post-exposition ou pour la PrEP. C'est améliorer l'accès, qui nous paraît être vraiment la problématique essentielle en fait en pratique. Déconstruire les préjugés au sens où, à la fois sur les indications de PrEP, mais également auprès des médecins, beaucoup de médecins, notamment de médecins qui ne sont pas spécialistes du VIH et qui ont pourtant une expérience intéressante en santé sexuelle, de prime abord considèrent la PrEP comme quelque chose de compliqué, alors qu'il n'y a rien de plus simple que la PrEP. Et la PrEP, c'est infiniment plus simple, par exemple, que de prescrire de la contraception orale. D'abord, on n'a pas le choix, on n'a qu'une seule molécule, et c'est beaucoup plus simple à surveiller en pratique. Et donc, l'idée, c'était de simplifier les parcours. Donc, au total, ça donne 6 textes qui ont été publiés par la HAS. Donc, des textes qui sont assez longs, qui font une centaine de pages, qu'on appelle l'argumentaire. Donc, par exemple, il y a toutes les études qu'a présentées Emmanuel tout à l'heure, elles sont détaillées là-dedans, on les a analysées, on les a toutes détaillées. Il y a une partie qu'on appelle la partie centrale ici, qu'on appelle recommandation, qui est en fait une espèce de synthèse qui fait une trentaine de pages, où il y a vraiment l'essentiel. Et puis il y a encore une partie encore plus synthétique, qui fait un peu moins d'une dizaine de pages, qu'on appelle l'essentiel. Mais c'est la même chose chaque fois, hein, c'est simplement décliné de 3 façons différentes pour des publics un peu différents. Un public d'experts pour l'argumentaire, un public, on va dire, avisé pour les recommandations, et un public très pressé pour l'essentiel. Alors, pour la prévention pré-exposition, donc pour la partie PrEP, si on regarde finalement pour qui, on a essayé de sortir un petit peu des questions de catégories d'exposition, même si on les a détaillées, Emmanuel en a parlé tout à l'heure. Mais l'idée, c'est toute personne qu'on considère comme à risque majoré d'exposition au VIH par rapport à la population générale d'une zone. Donc c'est simplement, voilà, on part du principe qu'une personne peut avoir un risque d'exposition majoré. Alors évidemment, les homosexuels multipartenaires sont les premiers concernés, mais les hétérosexuels multipartenaires aussi, notamment dans des zones en France où la prévalence est élevée, notamment la Guyane, mais bon, j'ai vu qu'à Mayotte, qui était pour l'instant considéré comme un endroit relativement protégé vis-à-vis du VIH, il y avait une augmentation épidémique qui paraissait importante au cours des derniers mois ou dernières années. Et en fait, surtout ce qu'on a dit, c'est que toute personne qui s'estime
finalement, sans forcément détailler pourquoi, mais qui s'estime à sur-risque d'exposition au VIH et qui souhaite être sous PrEP, il n'y a pas de raison de lui refuser la PrEP. Donc finalement, on ouvre assez largement l'idée que finalement, une personne qui arrive à une consultation en disant moi, je me suis renseigné sur la PrEP, voilà, je pense que ça me concerne, on va lui détailler les avantages et les inconvénients, mais on ne va pas refuser la PrEP parce que finalement, on n'a pas identifié une catégorie d'exposition à haut risque de façon spécifique. Donc c'est vraiment une question de décision partagée. Ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est d'avoir un bilan pré-PrEP très simple. Et en fait, le bilan, la seule contre-indication à la PrEP, c'est le fait d'être séropositif pour le VIH. Il n'y a pas d'autres contre-indications à la PrEP, surtout maintenant dont on dispose le cabotegravir. Avant, on avait le problème de l'insuffisance rénale qui contre-indiquait l'association tenofovir-emtricitabine. Mais maintenant qu'on a une alternative, en tout cas qui va être disponible dans les prochaines semaines, on n'a plus cette contre-indication-là. Donc finalement, la seule contre-indication à la PrEP, c'est d'être déjà porteur du VIH. Donc il faut déjà vérifier ça. Et ensuite, ça va être vérifier qu'on peut donner toutes les PrEP. Donc tenofovir-emtricitabine, il faut que la fonction rénale soit correcte. On va dire, elle n'a pas besoin d'être normale, mais il faut qu'elle soit correcte. On a fixé le chiffre avec une clairance à 50 ml par minute. Et puis surtout, le parcours PrEP, c'est l'occasion de refaire le point sur toutes les IST et sur toute la prévention. Donc il y a des aspects qui sont extrêmement importants, c'est vérifier l'absence d'autres IST et les traiter. Il n'est pas rare, par exemple, qu'au moment du bilan pré-PrEP, comme les personnes sont à sur-risque d'exposition aux IST, on découvre une syphilis et qu'on traite une syphilis à ce moment-là. Et puis surtout vacciner, parce que voilà, le vaccin, c'est vraiment quelque chose d'essentiel qu'on a tendance un peu à oublier. Vacciner hépatite B, vacciner papillomavirus, Mpox, hépatite A dans certaines situation, puisqu'on sait que ça peut être une pathologie à transmission sexuelle également. Et donc, il y a 2 molécules actuellement en France qui ont l'AMM. Il y a 2 associations. Il y a l'association tenofovir-emtricitabine. Et il y a le cabotegravir, donc, qui est cette injection intramusculaire dont on a parlé à l'instant, qui a l'AMM, mais qui n'est pas disponible encore pour des raisons. Le prix n'est pas fixé. Le cabotegravir, on l'utilise déjà, il est déjà disponible, entre guillemets, puisqu'on l'utilise chez les patients qui vivent avec le VIH, mais la forme pour la PrEP, qui est exactement la même molécule, à la même présentation, mais qui ne portera pas le même nom. Le cabotegravir pour le traitement du VIH s'appelle le Vocabria, et le cabotegravir pour la prévention va s'appeler Aprétude. Donc c'est exactement la même chose avec 2 noms différents, probablement 2 prix différents, puisqu'actuellement le coût du cabotegravir pour la thérapeutique antirétrovirale est probablement trop élevé pour être, on va dire, dans un schéma comparatif par rapport au tenofovir-emtricitabine, même si c'est meilleur, puisqu'on est sur un coût qui est de l'ordre de 450 € par mois, alors que les génériques de tenofovir-emtricitabine sont plutôt aux alentours de 140. Un flacon de cabotegravir, ça coûte 900 €, et là, on utilise un flacon tous les 2 mois. Alors, comment, en pratique? Alors, pour la PrEP tenofovir-emtricitabine orale, c'est pas très compliqué. Il y a 2 modalités de prise, on en a parlé tout à l'heure, soit en continu, soit en discontinu. La bonne modalité, c'est celle qui correspond le mieux aux patients. La petite nouveauté dans les nouvelles recommandations, c'est que pour avoir une efficacité plus précoce pour tout le monde, on recommande toujours de débuter avec 2 comprimés. On sait qu'en fait, l'association tenofovir-emtricitabine, elle est très bien tolérée. Et donc, de doubler la dose, on n'augmente pas l'intolérance de façon importante. Et donc, ça permet d'avoir une action plus rapide. Alors, chez les hommes, on sait que c'est 2 heures, parce que la pénétration dans la muqueuse anale est vraiment très bonne. Chez les femmes, malheureusement, on n'a pas encore... On a des données qui montrent que la pénétration au niveau de la muqueuse vaginale est moins bonne. Et donc, pour l'instant, on ne recommande pas de faire de PrEP intermittente chez les femmes. Donc, la PrEP intermittente ne concerne que les hommes. Et donc, chez les femmes, on va faire, et chez les hommes qui le souhaitent, de la PrEP en continu. Donc, on commence par 2 comprimés. Ensuite, on donne un comprimé tous les jours. Et seulement la seule instruction qu'on donne aux patients, c'est que s'ils veulent arrêter la PrEP, parce qu'on imagine bien qu'on ne se projette pas dans un traitement qui va durer toute la vie, eh bien, il faut qu'ils arrêtent. Donc, pour les hommes, au moins 48 heures après la dernière exposition potentielle, et pour les femmes, au moins 7 jours, du fait de cette pharmacocinétique un peu différente au niveau des muqueuses anales ou vaginales. Et puis pour les modalités discontinues, c'est assez simple, c'est au moins 2 heures avant.
Et ensuite, 24 heures et 48 heures après. Alors, ce n'est pas vraiment 24 heures et 48 heures après, parce qu'en fait, il y a toujours cette règle qu'il faut être protégé 48 heures après la dernière exposition. Et finalement, ce n'est pas extrêmement fréquent qu'il y ait des expositions uniques. Donc, ce qu'on dit aux personnes, c'est vous commencez au moins 2 heures avant et vous terminez au moins 48 heures après la dernière exposition. Donc, s'il y a des relations le samedi soir, le dimanche matin, le dimanche soir, le lundi, on arrêtera le mercredi au moins 48 heures après dans cette situation-là. Donc, voilà, donc ce n'est pas extrêmement compliqué. Pareil, on prend 2 comprimés à chaque initiation. Et on continue avec un comprimé ensuite par jour jusqu'à 48 heures après la dernière exposition. Donc on est dans des modalités, finalement, dans des schémas de traitement qui sont finalement assez simples. Pour le cabotegravir injectable, c'est encore plus simple, on va dire. On peut faire une phase orale pour tester la molécule. Ce n'est pas obligatoire, mais on peut le faire. Il y a très peu de phénomènes allergiques, mais on a eu 1 ou 2 patients qui se sont plaints notamment de troubles psychologiques ou psychiatriques aigus à la prise de cette molécule-là. C'est très rare, mais voilà, ça existe. Donc on peut commencer avec une prise orale pour tester, parce qu'une fois que vous avez fait l'injection, vous avez en gros du produit dans l'organisme pendant 1 an, après la première injection, voire 2 ans. Il y a des études qui ont montré qu'on pouvait avoir de la persistance de produit pendant très longtemps. Donc quand on fait une injection, la persistance du produit est très longue. Donc si les gens sont un peu anxieux sur la tolérance, on peut commencer à tester avec des comprimés par voie orale. La surveillance, elle est très simple aussi. La tolérance étant excellente, que ce soit le cabotegravir ou que ce soit l'association tenofovir emtricitabine, il n'y a pas de difficulté de tolérance particulière. Et surtout, ce qu'on va surveiller, chez des personnes qu'on considère comme exposées au VIH, elles sont donc exposées aux autres IST aussi, c'est la survenue d'autres IST, notamment de la syphilis, qui nécessite un traitement assez rapide pour éviter les autres transmissions. Et puis, on surveille la sérologie VIH, parce que voilà, on a vu, les taux d'efficacité sont excellents, mais ce n'est pas de 100%. Chez les personnes qui éventuellement s'exposent à des relations traumatiques, voilà, on peut aussi contrôler la sérologie VHC 1 fois par an, mais le VHC n'est pas vraiment une maladie sexuellement transmissible au sens strict du terme. On va contrôler la tolérance, donc essentiellement la créate et la tolérance hépatique, en sachant qu'on a très peu d'intolérance sur le long terme. Pour le cabotegravir, la particularité, c'est comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est que si la durée d'action du produit est telle que s'il y a une infection VIH qui survient, et on sait que c'est possible, dans les études, on a vu qu'il pouvait y avoir de très exceptionnelles infections par le VIH, il n'y a pas de séroconversion. La séroconversion se fait extrêmement lentement parce qu'en fait, comme il y a un produit qui empêche le VIH de se multiplier, ça empêche aussi la réaction immune de séroconversion. Et donc, actuellement, quels que soient les pays, le fait de mettre de la PrEP en injectable avec un produit d'action très très longue fait qu'on ne va plus faire de la surveillance avec de la sérologie, la surveillance du VIH, mais avec de la charge virale, tout simplement. La charge virale est maintenant assez largement accessible. Ça augmente le coût, mais pas de façon phénoménale, on va dire. Et donc, ça permet de faire une surveillance. Si vous lisez les recommandations, vous verrez, on propose une surveillance assez rapprochée au départ, puis ensuite, on se cale sur les injections pour que tout soit fait en même temps, avec des surveillances 3 fois par an. Donc voilà pour la PrEP. Donc vraiment l'idée qui nous a drivé, etc., c'est que ce soit simple, que ce soit accessible à tout le monde, que les gens puissent demander la PrEP et qu'on puisse leur proposer en leur exposant les avantages et les inconvénients, mais d'ouvrir largement la question de la PrEP. Et je pense qu'avec l'arrivée du cabotegravir, il y a des chances qu'on voit une population qu'on n'a pas réussi à toucher avec la PrEP par voie orale. Autre chose sur le discontinu et le continu, j'insiste là-dessus, parce que c'est important pour les patients, c'est qu'on peut vraiment passer de l'un à l'autre sans arrêt, sans aucun problème. C'est-à-dire qu'un patient qui part en vacances sait qu'il va s'exposer plus, hop, il passe en continu, il revient chez lui, il recommence à bosser, il s'expose moins, on repasse en discontinu. Il n'y a vraiment aucune difficulté pour les personnes qui peuvent être en discontinu. Il n'y a aucune difficulté pour passer de l'un à l'autre. Il y a des études en cours, on ne l'a pas mis dans les recos parce qu'on n'avait vraiment pas encore assez de données, mais sur le discontinu chez les femmes, avec des modalités peut-être un petit peu différentes de ce qui existe chez les hommes. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'études chez les femmes. On a juste de l'observationnel. Et donc, il va y avoir probablement une évolution des recommandations dans les années à venir
ou dans les mois à venir, vers une possibilité aussi pour les femmes qui le souhaitent de prendre de la PrEP discontinue, mais ce n'est pas dans la version actuelle des recommandations. Alors pour le traitement post-exposition, les choses sont très différentes. La PrEP, c'est un excellent outil de santé publique. Il n'y a pas photo. La PrEP, quand on l'implante bien, c'est vraiment un excellent outil de santé publique. Le traitement post-exposition, c'est un très mauvais outil de santé publique. Très mauvais. Il y a des pays qui ont décidé de ne pas faire de traitement. Quand vous calculez le rapport bénéfice-risque et le rapport coût-efficacité du traitement post-exposition, vous vous dites que vraiment faire du traitement exposition, c'est un truc de riche et un truc de luxe. On va voir pourquoi. Donc, ce qui est important, c'est de bien proposer le traitement post-exposition qu'aux personnes qui sont vraiment exposées, que les personnes qui sont exposées à des personnes séropositives qui ont une charge virale indétectable, on sait qu'il n'y a pas de risque de transmission avec le TASP, comme on a dit tout à l'heure, et donc on ne va pas leur proposer de traitement post-exposition. Et finalement, tout l'enjeu est de savoir qui traiter quand la source est inconnue. Alors, si vous faites un petit calcul un peu bête, c'est vraiment le calcul que je rappelle chaque fois pour montrer à quel point c'est compliqué la question du traitement post-exposition, c'est que, en fait, vous avez une probabilité que la source soit porteuse du VIH et qu'elle ne soit pas sous traitement efficace. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la population cachée du VIH. C'est des personnes qui ignorent leur séropositivité en général et qui ont la capacité de transmettre. Et puis, pour chaque exposition unique, parce que quand vous êtes en TPE, vous êtes devant une exposition unique, pour chaque exposition unique, vous avez un risque de transmission qui dépend du type de rapport sexuel. Et si on prend un exemple vraiment basique, vous avez une population où vous avez 1% de séropositifs qui s'ignorent. C'est déjà beaucoup, 1% de séropositifs qui s'ignorent. Vous prenez un homme qui a séronégatif, qui a un rapport avec une femme qui est séropositive, vous avez un risque de transmission pour un acte qui est de 4 pour 10 000. Donc si vous multipliez 4 pour 10 000 par 1%, vous avez 4 infections pour 1 million de rapports. Si vous traitez toutes les personnes qui sont dans cette situation-là, vous traitez 999 996 personnes sans aucune raison pour éviter les 4 infections. Alors la question, c'est où on met le seuil. Et donc, on a regardé les recommandations internationales, on a vu ce qu'avaient fait nos collègues ailleurs. Et donc, en gros, on a utilisé 3 seuils. Quand on est à 1 sur 10 000, ce qui est déjà énorme, c'est-à-dire que quand il faut traiter 10 000 personnes pour éviter une infection, on a considéré que quand on était en dessous de ce seuil-là, on recommandait le fait de donner un traitement post-exposition. Quand on est entre 1 sur 10 000 et 1 sur 100 000, on discute. Et quand on est au-dessus de 1 pour 100 000, c'est-à-dire quand il faut traiter 99 999 personnes pour prévenir une infection, on considère qu'il n'y a pas d'intérêt à donner un TPE à ce moment-là. Et donc ça donne ça en termes de recommandations. On sait que les rapports anneaux-réceptifs, c'est un haut risque de transmission. Dans la population HSH, il y a un haut niveau de personnes qui ne connaissent pas leur séropositivité encore, malheureusement. Et là, on va avoir un TPE qui va être recommandé. Pour le rapport anal insertif, on est sur un risque qui est plus faible, mais qu'on considère toujours comme étant important. Donc, quand la charge virale de la personne est connue indétectable, on ne fera jamais en fait, de traitement post-exposition. Et quand la charge virale est connue détectable, quand c'est un rapport avec une personne VIH+, on va traiter de façon assez systématique. Là, il n'y a pas tellement de difficultés par rapport à ça. Toute la question, c'est chez les personnes qui... je vais revenir en arrière. Chez les personnes dont le statut VIH est inconnu. Et donc là, on les a classées en fonction du niveau risque dont je vous parlais. Et donc, on a fait des petits tableaux comme ça, où on dit, il y a des situations où on recommande le TPE, il y a des situations où on peut le discuter. Par exemple, les violences sexuelles, on sait que le risque n'est pas beaucoup majoré pour un acte, mais on sait que les femmes qui sont exposées à des violences sexuelles sont plus à risque de contracter le VIH. Donc on va pouvoir discuter le TPE à ce moment-là, mais quand on regarde en termes de risque, on n'est pas sur des risques extrêmement élevés. Et puis il y a des situations où on ne recommande pas du tout le TPE, parce qu'on considère que là, on est vraiment sur des risques qui sont trop faibles. Pour les accidents d'exposition sanguine, même raisonnement, je ne détaille pas le tableau. Alors, ce qui est très important pour le TPE, et c'est là que ce n'est pas un bon outil de santé publique, c'est qu'en fait, pour que ça marche, il faut que ça soit donné au plus tard dans les 48 heures qui suivent l'exposition. Si vous êtes au-delà de 48 heures, vraiment, ça ne sert plus à rien. Donc,
Et c'est toute la difficulté de pouvoir donner un traitement en urgence, hein, et d'avoir les structures qui permettent d'administrer un traitement en urgence. 30 jours, c'est parce qu'on a montré chez le singe que 14 jours, c'était peut-être pas suffisant. Il est probable que au-delà de 14 jours, ça soit suffisant, mais on n'a pas de données cliniques. Donc voilà, on a considéré que 30 jours qui correspond à une boîte, c'était le plus simple. C'est ce que font la plupart des pays. Et puis, on peut commencer avec un starter kit de 3 ou 5 jours administré par une personne qui ne sait pas bien évaluer le risque. Et puis, si on confirme le risque, on arrête ou on poursuit le traitement dans un second temps. Flemme pour les dernières d'APO. Le choix du traitement, alors tous les traitements sont potentiellement efficaces en traitement post-exposition. Donc le choix du traitement, c'est qu'il faut que ça soit efficace sur les VIH qui circulent, bien toléré et le moins coûteux possible. Et donc quand on regarde dans l'arsenal dont on dispose en France, celui qui correspond le mieux, c'est-à-dire qui est le moins cher avec une efficacité sur toutes les souches virales qui circulent actuellement, c'est l'association M-tristabine-tenofovir, donc celle qu'on utilise pour la PrEP, associée à la doravirine. Donc c'est la moins chère. Dans le même comprimé, on peut mettre les 3 produits dans le même comprimé, c'est un petit peu plus coûteux. Après, on peut utiliser n'importe quoi, mais dès qu'on utilise une anti-intégrase, on augmente les coûts de façon importante, donc que ce soit le dolutegravir, le ractegravir, ou le bictegravir qui a l'avantage d'être à la fois un petit comprimé et que tout soit dans le même comprimé, voilà, qui est une bonne solution entre guillemets, mais qui va être la plus coûteuse. Donc c'est pour ça qu'on a proposer plutôt l'association M-tristabine-tenofovir doravirine comme l'indication de première intention. Pour finir sur le suivi, on a essayé d'être le plus simple possible. Et donc, ce qu'on recommande, c'est un bilan au moment de l'accident et ensuite un seul bilan dans la suite qui va être dépendant de la situation dans laquelle on est. Si on pense enchaîner la PrEP sur un TPE, je vais revenir là-dessus un tout petit peu plus loin, on fait un bilan à 4 semaines, en fait le bilan pré-PrEP, entre guillemets, et puis on enchaîne directement sur la PrEP. Si on n'a pas fait de TPE et qu'il n'y a pas de risque d'hépatite, on fait juste un bilan à 6 semaines. S'il y a eu un TPE, on est obligé d'attendre 6 semaines après le TPE, donc ça sera à 10 semaines. Et chez les patients qui ont eu un risque hépatite, on conseille de plutôt faire le bilan à 12 semaines parce que les séroconversions pour les hépatites sont un peu plus tardives. Et l'idée, c'est de faire qu'un seul bilan dans le suivi qui va dépendre du type d'exposition. En cas d'exposition sanguine, pareil, on a simplifié le suivi également. Donc, en conclusion, hein, ça doit vraiment, pour la question de la PrEP, il faut vraiment arriver à élargir la PrEP. Donc, c'est le message principal, c'est simple. Voilà. Les meilleures modalités sont celles qui correspondent à celles dont le patient a besoin. Et que le TPE n'a d'indication qu'en risque réel. Et surtout, en fait, il faut voir le TPE comme une porte d'entrée potentielle vers la PrEP. Les patients pour lesquels on a considéré qu'il y avait un risque d'exposition, c'est rarement un risque d'exposition unique. Et donc, voilà, chaque fois qu'on prescrit un traitement post-exposition ou qu'on valide la poursuite d'un traitement post-exposition, c'est qu'on a considéré qu'il y avait une surexposition au VIH qui était possible. Et s'il y a une surexposition au VIH qui est possible, c'est une indication de PrEP. Donc ça ne va pas être vrai pour tous les patients. Pardon. Il peut y avoir des expositions un peu exceptionnelles, mais par contre, il faut vraiment y penser de façon systématique. Donc le TPE, c'est vraiment une porte d'entrée potentielle vers la PrEP. Je vous remercie de votre attention. Et on peut répondre aux questions avec Emmanuel. On a l'impression que les PrEP, c'est plutôt dans les gros centres urbains pour la PrEP. Alors que pas mal de monde devrait en bénéficier, y compris au niveau périphérique. Je parle au niveau du paysage hexagonal, hein, au niveau des petits villages, les gens devraient y bénéficier. Mais on a l'impression qu'il faut aller dans les gros centres urbains pour bénéficier de la PrEP. Ça, c'est au niveau bénéficiaire. Et au niveau prescripteur, je crois que tout médecin devrait être prépeur. Je ne sais pas si vous me rejoignez ou pas, mais tout le monde devrait être prépeur. Tout le monde devrait être prépeur, donc, parce que les gens ils n'ont pas besoin d'aller dans des centres pour bénéficier de la PrEP, parce que dans un cabinet médical, on peut très bien recevoir sa PrEP.
C'était un peu l'objectif des recommandations, hein, c'est-à-dire de bien montrer que c'était simple, que c'était facile à prescrire, que c'était accessible à tout le monde, que voilà, qu'il n'y avait pas besoin. C'est pour ça on intègre vraiment la question de la PrEP dans l'offre de santé sexuelle. Mais un médecin qui prescrit de la contraception orale, il y a vraiment aucune raison qu'il ne prescrive pas de la PrEP. Alors, à travers les travaux qu'on a fait faire par nos étudiants, notamment nos thésards en médecine générale, finalement, ce qui apparaît comme le blocage de la prescription de la PrEP en médecine générale, c'est vraiment la question de l'abord de la santé sexuelle. Ce n'est pas tellement la question de la technique, parce que finalement, voilà, on a maintenant la PrEP, ça a 8 ans, donc on en a parlé. Voilà, c'est pas tant cette question-là, mais c'est vraiment quand on interroge à la fois les médecins et les personnes concernées, c'est vraiment ce qui ressort. C'est-à-dire, il ressort que pourquoi est-ce que mon médecin ne m'a pas prescrit la... En fait, on n'a jamais abordé la question de mon orientation sexuelle. Et si l'orientation sexuelle n'a pas été abordée, on ne peut pas être considéré comme un candidat à la PrEP, de la même que la question des violences ou la question du travail du sexe. Voilà, si c'est des questions qui ne sont pas abordées, mais... L'idée, c'est vraiment effectivement que ça puisse être prescrit tout de suite. Alors, les données du SNDS en France sont plutôt rassurantes par rapport à ça. Donc, on analyse tous les ans. Donc, il y a un groupe qui s'appelle Epiphar qui fait ça, qui analyse tous les ans dans le système national des données de santé les caractéristiques des personnes sous PrEP. Donc, ces algorithmes qui sont un peu compliqués, mais qui permettent de voir que quelqu'un, en fait, a à la fois des remboursements de tenofovir et emtricitabine, des sérologies VIH de surveillance régulière, mais pas de traitement antirétroviral autre que ce traitement-là. Voilà. Donc, il y a une façon de repérer les prépeurs. Et ensuite, on peut regarder qui prescrit. Est-ce que c'est la médecine générale? Est-ce que c'est les spécialistes? Est-ce que c'est des communes de faible niveau d'habitants ou pas? Et ça décolle doucement, mais c'est plutôt rassurant, globalement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une appropriation de la PrEP. Et puis on a mis des outils en place, hein, je n'ai pas fait de pub, mais avec la Société française de lutte contre le sida, on a mis en place Format PrEP, qui est vraiment quelque chose qui est très accessible. Et il y a plusieurs milliers de médecins qui se sont formés sur Format PrEP, hein, ces petits modules en visio qui permettent de faire une formation en gros, en 4 à 6 heures, on a couvert à peu près le panel. Et pour élargir depuis cette année, là, on a une formation qui s'appelle Format Santé Sexuelle, là, donc qui est beaucoup plus large, où il y a les aspects contraception, les aspects violence, etc., qui est aussi gratuite et qui peut... voilà, et on a, quand on a lancé Format Santé Sexuelle, on a eu un nombre de connexions bien plus importantes que pour Format PrEP. Comme quoi, aborder la question au sens large est probablement plus intéressante. Merci à vous deux, c'est vraiment très clair. Je vais faire un petit peu une réflexion d'un virologue et puis mon mea culpa un peu, et mea culpa d'autres virologues, parce que quand on a commencé à parler de PrEP il y a une douzaine d'années, tu as rappelé l'étude primaire de Robert Grant, les virologues, on n'était pas très chauds, il faut quand même bien le dire, hein, et vous allez faire sélectionner des souches résistantes, etc. On s'était trompé, voilà, on s'était trompé. Non mais il faut le dire parce qu'on avait freiné un petit peu, hein, il faut bien le dire. On n'a pas de sélection de souches résistantes sous PrEP, c'est rarissime. Le gros danger, et ça va être après ma première question, c'est que tu commences une PrEP au moment où le mec est en pleine primo-infection. Nous, on n'a eu que nos seuls cas, on doit avoir maintenant, enfin moi j'ai arrêté il y a 2 ans, mais il doit y avoir 3000 personnes sur Lyon sous PrEP. Il n'y a pas eu une seule contamination. C'était avec Laurent Cotte, notamment. Non, on n'en a jamais eu. Les seules souches résistantes, contamination, ils étaient déjà contaminés. Les seules souches résistantes, c'est dans ce contexte-là, uniquement. Donc, là, maintenant, dans les recos, il y a PCR obligatoire ou pas? Alors, la PCR n'est pas obligatoire dans les recos, elle est conseillée si les niveaux de risque sont élevés, si on n'est pas tout à fait sûr de la protection du dernier rapport. On l'a mise de façon assez systématique sur la conversion TPE-PrEP, par exemple. Où là, on a dit... Ce qu'on a dit, on n'a pas voulu être trop non plus directif, c'est-à-dire que on pense que on a essayé d'expliquer dans quel contexte ça se faisait. Et ce qu'on a dit, c'est qu'il fallait avoir la charge virale assez facile quand on avait un doute sur la valeur qu'allait nous apporter la sérologie. Dans certaines circonstances, quand même, c'est bien de l'avoir, quoi. La deuxième chose, il y a des très belles revues qui sont sorties. Et un danger potentiel, il faut être très vigilant là-dessus, c'est sur l'épidémiologie des souches résistantes.
c'est quand dans la même région, on a cette chance, nous, en France, ça va, mais je pense au continent africain et en Afrique subsaharienne, quand les mêmes médicaments sont utilisés pour le traitement des patients et pour la PrEP. On a vu à la Croix que finalement, chez les patients traités par dolutegravir, il y avait plus de souches résistantes qu'on ne pensait. Hein, dans certains pays, quand même, voilà. On s'est dit, on remplace les non-nucs par la dolutegravir, ça va être magnifique. Ça marche, c'est bien, il faut traiter avec ça. Mais quand même, les souches résistantes au dolutegravir qui circulent, il y en a nettement plus que ce qu'on pensait. C'est pour ça que le dolu ou le cabot, en l'occurrence, en PrEP, en Afrique subsaharienne, à un endroit où là, les charges virales sont quand même pas très accessibles, il faut être très vigilant là-dessus, quoi, parce que ça peut être un cercle vicieux. Si les gens ont sélectionné des souches résistantes qui vont circuler, la PrEP ne sera beaucoup moins efficace. Et si on sélectionne des souches résistantes parce qu'on s'infecte au moment de la primo-infection, on s'est traité au moment de la primo-infection, on ne pourra plus utiliser cette famille thérapeutique pour le traitement de cette personne. Vous voyez le cercle. Donc il faut quand même être... Et ça ne remet pas en cause l'utilisation de cette molécule et la PrEP, mais il va falloir être quand même extrêmement vigilant sur la circulation des souches résistantes. C'est pour ça qu'on a pas mal d'espoir. Je vois peut-être Emmanuel, tu veux dire un mot, mais on a pas mal d'espoir sur l'arrivée du lenacapavir, parce que le lenacapavir, on l'utilisera probablement jamais en routine sur le continent africain. Pour rappel, le lenacapavir aujourd'hui, c'est une molécule qui en Europe coûte 40 000 € par an, qu'on n'utilise quasiment pas vraiment qu'en situation d'échec très spécifique. Bien sûr, ce ne sera pas le coût quand la molécule sera disponible en prévention, mais le gros avantage, c'est ça, c'est que en fait, c'est une molécule complètement à l'écart de ce qu'on utilise actuellement en thérapeutique, et qu'avoir un traitement différent en thérapeutique et en prévention, ce serait vraiment un gros atout. Donc c'est pour ça qu'on met un peu la pression sur Gilead aussi pour qu'il y ait un accès dans les pays à ressources limitées au lenacapavir assez rapide et que les études soient bien faites. Il y a longtemps qu'un papier ne m'avait pas fait autant plaisir, quoi. C'est magnifique. Je me dis quel progrès on a réalisé dans le VIH, quoi. Une injection tous les 6 mois. 2500 femmes, ougandaises et sud-africaines, si mes souvenirs sont bons. Afrique du Sud et Ouganda. Ouais, c'est ça. Hein. 0 contamination. C'est magnifique, quoi. Franchement, c'est assez extraordinaire. Hein? C'est 2 injections sous-cutanées, en fait, parce que le produit est trop... Le produit est trop volumineux pour être injecté en une seule injection. Donc, en fait, on fait 2 sous-cutes le même jour, quoi, tous les 6 mois. J'avais 2 questions. Pardon. La première, c'est, peut-être j'ai loupé dans la présentation, mais est-ce qu'avec la PrEP injectable, il faut, comme avec le long-acting, un moment de PrEP orale avant de passer à l'injectable? Et mon autre question, c'était plus communautaire à Mayotte. Je ne sais pas si vous avez assisté aux présentations ce matin ou même hier, mais dans la chronicité de la maladie, il y a une certaine résistance à prendre des traitements, même quand il y a une personne qui est malade avec une maladie chronique. Est-ce que dans la prise de médicaments en prévention, comment est-ce qu'on peut expliquer ça, ou en tout cas mener la personne à prendre un traitement en prévention d'une maladie? C'est effectivement complexe. Et alors, justement, les études qu'a montré Emmanuel au départ, en fait, il y a certaines études qui avaient montré que la PrEP par tenofovir et emtricitabine ne fonctionnait pas. Et ça a pas mal ralenti, d'ailleurs, les études Voice, etc., ça a pas mal ralenti l'implémentation de la PrEP, parce qu'en fait, elles avaient été faites chez des jeunes femmes, essentiellement en Afrique australe, et en fait qui ne l'ont pas prise parce que ça ne correspondait pas du tout à leur culture. C'était à une époque où on ne faisait pas beaucoup de dosage, et donc on a dit la PrEP orale ça ne marche pas, et il a fallu du temps après pour qu'on en revienne.
Et donc, c'est parce que l'offre ne correspond pas aux besoins en pratique. Et c'est pour ça ce qu'on voit, ce qu'a montré Emmanuel sur les études sur l'Enacapavir, c'est que quand on compare avec une PrEP orale, le fait de faire un injectable tous les 6 mois, finalement, ça arrive à se mettre dans l'idée qu'on ne va pas prendre un traitement tous les jours, on a juste à passer au dispensaire tous les 6 mois pour faire son injection, et ça devient acceptable. Mais c'est sûr qu'il va falloir travailler là-dessus. Oui. Et c'est pour ça que l'offre complémentaire avec les injectables, ou éventuellement, on aura peut-être d'autres. Il y a des travaux qui sont faits sur d'autres produits qui pourraient être donnés par voie orale, mais avec des durées d'action très longues aussi. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on ait une offre complémentaire. On sait bien, c'est comme la pilule contraceptive. Hein, on est vraiment exactement dans le même domaine. On sait bien qu'il y a des femmes. Je ne dirais pas que ce n'est pas la peine d'essayer, mais on sait que ça ne va pas être efficace parce que ça ne va pas être pris. Il y a des patients qui sont vraiment réticents à l'idée de prendre des comprimés initialement, donc il faut vraiment voir ça comme une phase optionnelle. C'est exactement ce qu'on fait en thérapeutique. Hein. On a proposé le traitement avec du cabotegravir et de la rilpivirine à des patients qui étaient en très grande difficulté pour prendre des comprimés. Et ceux-là, on ne leur a pas proposé de faire ce qu'on appelle un lead-in par voie orale. Et là, ce sera un petit peu pareil. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment se mettre dans l'idée que quand on injecte le cabot, on en a quand même dans le sang pendant 1 an. Et que si on ne le tolère pas... les effets secondaires, on a eu un patient comme ça qui n'avait pas voulu faire de lead-in oral. Il a eu une réaction de type un peu urticarienne. Il a été 3 mois sous antihistaminique. Dès qu'il a arrêté les antihistaminiques, il recommençait à se gratter. Puis au bout de 3 mois, ça a disparu. Mais il faut se projeter que si un effet secondaire arrive, même avec la première injection, il va persister quand même assez longtemps. L'avantage, c'est que les effets secondaires sont exceptionnels. Du coup, moi, j'avais une question par rapport à... parce qu'on voit les populations à risque pour la PrEP, et c'est des gens qui se savent preneurs de risques eux-mêmes, qu'on a tendance à mettre sous PrEP. Moi, j'avais envie de voir la chose autrement, et je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. En fait, je voulais votre avis. Par exemple, dans un contexte comme celui de Mayotte, en discutant beaucoup avec les patientes, avec les gens que je forme pour faire les TROD, il y a quand même un risque vis-à-vis de l'infidélité dans les ménages. Et on a quand même souvent une victime qui choisit pas du tout la prise de risque, mais qui du coup en prend forcément un tous les jours, ou en tout cas plusieurs fois par semaine, de par le partenaire qui peut aller voir ailleurs. Est-ce que ce serait... Moi, je trouve qu'ici, c'est des gens qui sont très à risque, et que j'aurais envie de protéger en proposant la PrEP, en disant vous n'allez pas changer votre ménage au quotidien, vous n'allez pas prendre cette décision-là, et en restant dans cette prise de risque qui n'est pas la vôtre, mais qui reste quand même... Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre une PrEP en route pour éviter que ces personnes-là se retrouvent avec une infection absolument pas désirée et pas cherchée? C'est une très bonne indication en pratique, parce que ces personnes-là, elles sont hautement exposées, au sens où le risque de se contaminer avec le VIH, il existe surtout au moment de la primo-infection. Et donc, comme leurs partenaires sont des personnes multipartenaires qui risquent de se primo-infecter, s'ils ont des relations sexuelles avec leur épouse légitime à ce moment-là, le risque de transmission est beaucoup plus élevé que ce que j'ai présenté tout à l'heure. Le risque de transmission à 4 pour 10 000 pour les rapports vaginaux, c'est le risque de transmission sur une charge virale moyenne. En primo-infection, on est sur des risques qui dépassent 10 à 20%. Donc là, on est sur des très hauts niveaux de risque. Donc oui, bien sûr, mais ça, c'est quelque chose qu'on utilise. Je travaille avec des associations en Afrique centrale là, qui s'occupent de santé des femmes là, avec la soie, et c'est vraiment dans la prévention, c'est vraiment un discours, c'est de dire vous sentez pas directement concerné parce que vous n'êtes pas multipartenaire, mais vous avez un partenaire qui est multipartenaire, donc vous êtes à risque. Et si vous êtes prête à prendre la PrEP, vous pouvez. Non, c'est une très bonne indication. C'est pour ça que je dis qu'on a voulu juste ouvrir à l'idée que c'est le sur-risque, l'indication de la PrEP. Donc si on estime en tant que soignant que la personne a un risque augmenté d'exposition au VIH, il
faut pas hésiter à prescrire la PrEP.